Mais qu'est-ce que ça dit quand même, cette nomination du nouveau Macron, Emmanuel Macron, qu'il a dit au soir de sa réélection que c'était une nouvelle ère qui commençait, c'était pas la continuité du premier quinquennat. Plus de dialogue. Est-ce que la nomination, là, ça va dans ce sens? Non, alors déjà, il y a quelque chose qu'on a peut-être l'a pas analysé là ce soir, mais qui est extrêmement important, c'est la durée que ça a pris. La durée avant, justement, qu'on nous annonce aujourd'hui Elisabeth Borne. Et cette durée, elle a un sens. C'est une manière aussi, pour le président Macron, de garder le pouvoir, de montrer qu'il est le maître des horloges, que c'est lui qui décide, et quasiment de soumettre le Premier ministre. Quelque part, il n'y avait rien d'évident. Il l'a choisi au bout de 22 jours. C'est pas quelque chose qui est sorti comme ça naturellement. Et c'est une manière de montrer qui continuera à tenir les rênes. Alors, rien de totalement surprenant. On est dans un régime plutôt de type présidentiel. Mais voilà, il a choisi aussi une personnalité qui n'a pas, comme d'habitude, qui n'a pas les dents très longues, qui n'est pas flamboyante, qui ne lui fera pas d'ombre. Donc tout ça fait que, en effet, elle va avoir un rôle particulier à jouer. Juste écoutez, parce que par rapport à ce que dit Rachel, il y a Nadine Morano qui était l'invitée tout à l'heure de Ruth Alkrieff. C'est un peu ce qu'elle dit finalement. Écoutez. Elisabeth Borne, quand on regarde son profil, on a l'impression que c'est le règne sous Emmanuel Macron des ex-directeurs de cabinet, puisque Jean Castex était l'ancien directeur de cabinet de Xavier Bertrand. Madame Borne a été aussi l'ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal. Elle a un profil qui n'est pas un profil politique, donc elle ne fera pas d'ombre au président. Je pense qu'elle sera évidemment aux ordres et sans faire d'ombre. Je pense que c'est un profil dont il a besoin. Alors ça, c'est un truc qu'on va entendre Laurent Alexandre pendant, à mon avis, tout le temps où elle sera première ministre. C'est-à-dire que cette femme ingénieure, techno, comme on dit, c'est pas une politique. Elle va pas louvoyer, elle va pas faire de démagogie, elle va pas être roublarde. Elle va faire son boulot. C'est sa nature. J'ai l'impression que c'est sa nature dans la discrétion, dans l'humilité. Voilà, on voit bien que c'est pas une forte engueule. Je ne sais pas si cette expression se féminise, mais on voit bien que ce n'est pas une forte engueule. Et donc on va l'entendre, ce discours des oppositions, sempiternellement, c'est-à-dire elle est aux ordres, c'est une collaboratrice, va-t-on dire, du président. Mais ça va correspondre à une réalité. Le président et quelques ministres plus politiques vont faire de la politique, et puis Elisabeth Borne, elle va serrer les boulons. Il n'est envisageable dans certains pays européens qu'on atteigne 10% d'inflation à la fin de l'année. On est en train de rentrer dans une vraie stagflation. Donc on a une problématique économique totalement nouvelle qui est digne des années 70. On va avoir un emballement des salaires, sinon une baisse du pouvoir d'achat. Donc le pilotage macroéconomique va être infiniment plus difficile dans les 2-3 années qui viennent que dans la période Édouard Philippe et Castex. Donc le président a besoin de quelqu'un de très sûr, qui n'a pas ses petits nerfs, qui est rigoureux, qui est travailleur et qui est quantitatif. Parce que le pilotage macroéconomique va être extraordinairement compliqué. Et d'avoir une mateuse pas forte en gueule, c'est pour le président Macron l'idéal. Parce qu'on a pris des engagements sur la transition écologique très forts, au moment même où le pouvoir d'achat risque de baisser. Donc il va y avoir une pression pour ce réglage économique très dur. C'est-à-dire parce que la transition écologique fait baisser le pouvoir d'achat, c'est une machine à fabriquer des gilets jaunes. Alors, dans une période faste, ça passe, mais dans une période difficile macroéconomiquement, comme nous sommes en train de rentrer, ça va être extraordinairement difficile. Donc, il va y avoir un boulot fou à Matignon, et je pense que le Premier ministre va avoir plus de calculs mathématiques sur le budget à régler que de meetings politiques. Et c'est le président qui va, lui, faire la synthèse politique. Oui, ça, c'est quand même votre truc, Jean-Michel. J'aurais préféré que ce soit vous. Hein, la question de la maîtrise des comptes. Finances publiques. Mais des finances publiques. Mais c'est Jean-Michel Apathy qui vous coupe l'herbe sous le pied, vous, du Figaro. J'ai préempté le débat. C'est sa marotte, il a préempté le débat. Parce que, ouais. non, mais vous, je vous ai entendu cet après-midi sur l'antenne d'LCI, vous l'avez dit avec vigueur, c'est terminé. Il y a eu le patron de la Banque de France, la Cour des comptes. On a bien entendu Jean-Michel sur ça. Oui, mais on s'arrache les cheveux et on dit aujourd'hui à l'exécutif en France, c'est terminé. Il n'est pas content que j'ai piqué le marché. Ah non, pas du tout. Écoutez Apathy. Il est évident que les dépenses très importantes qui ont été faites pour le Covid ont réduit à zéro les marges de manœuvre. Je ne sais pas comment on financera le projet de loi qui a été présenté, pouvoir d'achat. Enfin, on va continuer à faire gonfler la dette à un moment où les taux d'intérêt vont prendre l'ascenseur. Il va bien falloir qu'on rentre dans une problématique
de rigueur à un moment où il y a de l'inflation, des pertes de pouvoir d'achat. Sinon, on va être attaqué sur les marchés financiers de manière très dangereuse. Et l'euro nous a protégés toutes ces années. Si on a pu faire toutes les bêtises qu'on a fait au niveau budgétaire, on est quand même le 3e pays de la zone euro avec une dette aussi importante, c'est parce que l'euro nous protégeait, parce que la solidarité de fait avec l'Allemagne nous protégeait. Mais ça ne va pas continuer, et sans doute le Premier ministre qui est là, il doit avoir conscience que les largesses, c'est terminé. Et donc il y a une équation politique très difficile qui obligera Elisabeth Borne, elle ne va pas être technicienne, hein, elle va tester les marges de manœuvre politique. Je ne sais pas quelle sera la marge de députés qu'elle aura à l'Assemblée. Je ne sais pas quel sera son rapport de force à l'intérieur du gouvernement. Elle va s'y mettre à la politique. Hein. Ouais, et les gens qui disent à partir de là qu'elle est une technicienne au service d'Emmanuel Macron, ça n'est pas vrai. Qui a été 3 fois ministre. Quand on est à Matignon, on est aussi... on est un responsable politique. Ça fait penser à Jean Castex, à Raymond Barre en 1976. Le Premier ministre il n'a pas fait de l'ombre. Il a pas extrêmement autoritaire. Hein, sur son... Jean Castex n'était pas un Premier ministre extrêmement autoritaire sur son gouvernement. Ça va sans doute être le cas pour Elisabeth Borne. Il faut attendre de voir le casting. Est-ce que certains noms, par exemple, est-ce que Catherine Vautrin, qui était suggérée pour entrer à Matignon, va rejoindre le gouvernement en lot de consolation? Il peut y avoir des personnalités très fortes qui rentrent au gouvernement. Donc, Elisabeth Borne, est-ce qu'elle aura l'autorité, et surtout, est-ce que Emmanuel Macron lui laissera l'autorité complète sur ses ministres? Frédéric, Castex n'avait pas besoin d'autorité. On a acheté des centaines de milliards par les fenêtres. Donc, tous les ministres étaient contents. Quand un ministre réclamait des milliards, on lui filait des milliards. On n'a jamais vu un Premier ministre aussi aimé que Castex. Chaque fois qu'on demandait une dépense, on avait le pognon. Donc, le quoi qu'il en coûte, qui a représenté des centaines de milliards, c'est fini. Borne va être détestée par plein de ministres. Parce qu'elle va dire non en permanence, alors que Castex disait oui. Ce qui vient d'être dit là est une donnée fondamentale. Nous avons eu un quinquennat de dépenses. Là, théoriquement, on doit avoir un quinquennat d'économie de serrage de boulon. On a eu un quinquennat de dépenses, on n'a pas eu un quinquennat de dépenses, on a eu 50 ans de dépenses. On n'a jamais été à l'équilibre budgétaire depuis 1974. Madame Borne me fait beaucoup penser à Monsieur Barre quand il est arrivé en 1976 au gouvernement, où on nous précédait d'une réputation un peu comme Madame Borne, lui, de meilleur économiste de France, et chargé de rétablir l'économie française. Ça n'a pas marché. Il avait de l'autorité, il était évidemment extrêmement compétent. Ça n'a pas marché. Madame Borne, elle va se retrouver face, effectivement, à un mur de dette et à une équation financière qui va être extrêmement compliquée. Et tout ce qui s'est joué pour le moment sur le plan électoral n'a pas pris en compte ça. L'élection présidentielle n'a pas eu lieu dans ce contexte-là. Absolument pas. Et la législative est en apesanteur aussi. Et l'élection législative ne va... Alors, on continue le débat. Il y a juste une réaction s'il vous politique. plaît, va faire retourner justement la chose. C'est possible. Allez, une réaction politique, on les continue sur LCI en direct. Sébastien Chenu nous attend du Rassemblement National. Bonjour, on a bien vu que du côté de votre parti, c'était critique. Vous tombez à bras raccourcis sur la nouvelle Première ministre. D'abord, peut-être un mot sur cette nomination avant de continuer sur ces critiques. Est-ce que vous saluez la nomination d'une femme ou pas ? Mais pas seulement, vous savez, moi je suis favorable à ce que les femmes occupent les plus hautes fonctions, puisque moi j'en voulais même une à l'Élysée. Donc vous savez, nous au Rassemblement National, on a sur ce coup-là une longueur d'avance. Au-delà de ça, Elisabeth Borne, on le voit, c'est la continuité. Enfin, on a attendu 3 semaines pour que finalement Emmanuel Macron nous propose comme Premier ministre quelqu'un qui est dans l'équipe sortante, qui est là depuis 5 ans et qui a occupé plusieurs ministères. C'est donc la continuité, peut-être en pire, parce que désormais Emmanuel Macron est en roue libre, mais surtout ça dit quelque chose. Ça dit qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à s'ouvrir, à se dépasser, à élargir finalement son socle. Il revient avec quelqu'un, alors il nous avait dit il y aura des surprises, il n'y a pas de surprise. Elisabeth Borne, elle est dans l'équipe gouvernementale depuis 5 ans. Il nous avait dit que ce sera un Premier ministre écologique et social. Tout le parcours d'Elisabeth Borne montre qu'elle manque cruellement de conscience sociale, qu'elle manque cruellement de vision écologique. Je vous rappelle que c'est elle qui a fermé Fessenheim. Donc en réalité, Emmanuel Macron a pris quelqu'un qui allait faire la politique pour laquelle il la missionne, c'est-à-dire quelqu'un qui va taper dur les Français avec la réforme des retraites, qui va serrer les boulons, et qui, d'un autre côté, n'a pas beaucoup de connaissances sur le régalien
Donc moi, je crois que tout ça augure des jours difficiles Et pour les Français. Vous avez l'air déçu. Vous auriez aimé une vraie surprise de gauche écologiste, par exemple? Non, mais moi, je crois plus du tout aux histoires de gauche et de droite. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est de la foutaise, c'est pour amuser la galerie. Il y a des gens de gauche qui ont rejoint Emmanuel Macron, des gens de droite qui ont rejoint Emmanuel Macron. Il y a des gens de gauche qui votent Marine Le Pen, des gens de droite qui votent Marine Le Pen. Tout ça n'existe plus. On peut aujourd'hui toujours se faire peur à dire Elisabeth Borne est-elle de gauche? Elisabeth Borne, c'est une libérale qui n'a pas de conscience sociale. Son parcours en atteste. Je vous rappelle que c'est elle qui a eu l'excellente idée, si j'ose dire, de supprimer les salaires des personnels soignants qui étaient mis à pied parce qu'ils refusaient de se vacciner. Ça vient d'elle. Alors dites donc, quelle conscience sociale. Donc ça augure quand même de beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est pas de faire des surprises du chef. Moi, je vous dis, c'est Emmanuel Macron qui nous a raconté, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, on voit, c'est Elisabeth Borne. C'est la parfaite illustration de la Macronie, c'est-à-dire une techno qui n'a pas de rapport au terrain, qui appliquera la politique d'Emmanuel Macron, qu'elle soit dans un sens ou dans un autre. Elisabeth Borne, elle est suffisamment là-dessus plastique pour pouvoir appliquer la politique qu'Emmanuel Macron lui demandera d'appliquer. Ce sont des gens qui n'ont pas de conviction profonde, ce sont des libéraux, mais surtout, c'est une femme qui a déconstruit. Elle a déconstruit la SNCF, elle a déconstruit, ou elle est en train de déconstruire le modèle social français qu'ont construit avec leurs efforts les Français. Elle a déconstruit, elle a fermé, je le disais, Fessenheim. Donc on voit bien quelle est la logique qui habite ce genre de personnel politique. Ce n'est pas une logique, c'est une logique que nous combattons en tous les cas. Enfin, Sébastien Chenu, le scénario que vous décrivez se déroulera à condition qu'elle soit élue aux législatives le mois prochain dans le Calvados. Raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'il y ait une opposition qui ait du souffle, qui ait de la voix, et qu'il faut que les Français qui ont validé Marine Le Pen comme première opposante à Emmanuel Macron, envoient des députés Rassemblement National pour leur mener la vie dure à ce gouvernement. Parce que quand on leur mène la vie dure, ils reculent. Parce que lorsqu'on leur mène la vie dure, lorsqu'ils ont une opposition qui fait son boulot, pas une opposition en carton, parce que si c'est des opposants qui ont voté pour eux au présidentiel comme Mélenchon et toute sa clique, c'est sûr qu'avec des opposants comme ça, vous êtes partis pour 20 ans. Donc il faut une opposition. Il y aura une majorité, alors il faut une opposition. Il y aura une majorité macroniste, alors il faut une opposition déterminée pour justement contrer les projets d'Emmanuel Macron, en particulier la retraite à 65 ans. Mais si vous êtes une opposition, quelle est votre légitimité pour faire reculer la majorité? Mais vous savez, les Français ne vous auront pas donné la majorité. C'est curieux de vous entendre parler de cette élection où vous vous projetez comme les perdants de l'élection. Et vous dites, on va perdre l'élection et on va faire reculer ceux qui l'ont gagné. Votre raisonnement n'a pas de sens. Nous ne nous projetons pas comme les perdants de cette élection. Nous vous disons que dans une démocratie, il y a une majorité et une opposition. Que sous la Ve République, il y a toujours eu une majorité donnée au président de la République. Raconter le contraire, c'est faire fi de l'histoire de notre politique, de notre pays. C'est raconter des fadaises aux Français et c'est leur faire croire à des langues qui ne viendront pas. Emmanuel Macron disposera probablement d'une majorité. Il faut qu'elle soit la plus courte possible et d'une opposition. Il faut qu'elle soit la plus large possible et la plus déterminée. Sébastien Chenu, ce soir, le patron du Parti communiste, cet après-midi, plutôt Fabien Roussel, a dit en gros, il a tweeté, que c'était la Margaret Thatcher, Elisabeth Borne, d'Emmanuel Macron. C'est une formule, je vous écoute, c'est une formule que vous auriez pu utiliser, vous aussi, ou Marine Le Pen ou le Rassemblement national. Non, parce que comparaison n'est pas raison. Et Fabien Roussel, qui a appelé avant le premier tour, il fallait le faire quand même, à voter Emmanuel Macron, devrait plutôt se dire que c'est à lui qu'il doit s'en prendre lui-même en premier de cette situation. Parce que s'il dénonce aujourd'hui l'arrivée d'une Margaret Thatcher, moi je crois qu'Elisabeth Borne n'est pas une Margaret Thatcher. Elisabeth Borne n'a jamais été élue. Margaret Thatcher, vous le savez, avait été élue. Elisabeth Borne, elle est là pour appliquer docilement la politique du président de la République. Eh bien, si Fabien Roussel savait ça, il ne comparait pas l'une à l'autre. Mais surtout, il s'en prendrait, comme je le disais, à lui-même, car c'est lui qui a installé finalement Elisabeth Borne. Donc c'est facile ensuite de pleurer sur le lait renversé. Moi, je le redis, demain, comme dans toute démocratie, il va falloir une opposition qui donne du souffle, qui ait de la voix. Ce sont les députés du Rassemblement national qui sont les mieux placés pour ça. Bien, merci beaucoup. Belle soirée à vous, Sébastien Chenu. Bon, c'est vrai qu'on est sur le plan sémantique, on est assez proche dans les oppositions, dans le discours. À part sur le nucléaire, parce que le Rassemblement national est très pro-nucléaire, c'est un discours qui aurait pu être tenu par Mélenchon. En réalité, là, le discours de Chenu, c'est le discours de Mélenchon plus pro-nucléaire. Et on retrouve l'absence frappante du thème de l'immigration dans la campagne actuelle du Rassemblement national, qui en réalité fait une campagne sociale de gauche
très à gauche, populiste de gauche, et non plus une campagne populiste de droite. C'est un rapprochement très net entre Mélenchon et le Rassemblement national qu'on Vous pensez la même chose, vous, Jean-Michel Apathy? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. En 2017, Marine Le Pen, elle fait une campagne, elle a des meetings entiers, elle a un meeting à Montpellier, sur l'immigration d'une violence absolue. Ça a disparu complètement. Ouais. Tout ça, ça a disparu. Et en 2022, elle a fait une campagne que Jean-Luc Mélenchon aurait pu signer. C'est pas moi qui l'ai inventé. Quand Marine Le Pen dit que le pays est aux mains de l'oligarchie, c'est une phrase que Jean-Luc Mélenchon prononce. Et c'est devenu la marque de fabrique du Rassemblement national en 2022. Elle a fait surtout une campagne sur le pouvoir d'achat, Marine Le Pen. Elle a choisi, dès le départ de sa campagne en septembre dernier, le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, les faits politiques lui ont peut-être donné raison, puisque le premier texte que va devoir présenter Elisabeth Borne, là, à peine nommée à Matignon, c'est un texte sur le pouvoir d'achat. Donc une réponse quand même, une réponse d'Emmanuel Macron à cette problématique du pouvoir d'achat. Elle n'a pas démarré comme ça en septembre. Si. Elle a mis très tôt le pouvoir d'achat sur la table, alors d'une façon que Mélenchon aurait pu faire, mais un peu différemment.